Je vous remercie de me donner l'occasion de me livrer à cet exercice que je trouve particulièrement difficile, c'est-à-dire avoir la tâche ingrate d'écorcher les présentations qui ont été faites aujourd'hui ici. Et vous conviendrez que je m'en excuse déjà auparavant si je n'arrive pas à traduire vos propos fidèlement. Voilà, disons que avant de préparer cette synthèse, je l'avais préparée chez moi. Et puis voilà, je me suis laissé emporter par la qualité des échanges aujourd'hui. Et finalement, j'ai laissé tomber pour ce que j'avais préparé pour me concentrer sur ce qui a été dit aujourd'hui et pour être fidèle aux intervenants. L'autre chose, je vais tâcher d'être bref. Il y a toujours quelque chose d'ingrat de résumer ce que vous avez tous entendu ici. Alors, je vous dirais que l'intervention du législateur en 2006 déjà, donc il y a à peu près 10 ans, dans le sillage de l'affaire Dell, donc cette intervention date de à peu près 10 ans, et si cette intervention, même si elle a été saluée en son temps pour sa retenue, car elle allait à l'essentiel, elle n'a pu mettre fin aux attentes. La question de la protection du consommateur numérique se pose à nouveau. Mais a-t-elle vraiment cessé de se poser? Devant un médium dont la mutation se fait à un rythme accéléré, la pertinence des règles est sans cesse questionnée. Mais aussi, l'efficacité de la protection du consommateur est sans cesse remise en cause devant cette évolution. S'il est de l'essence même de la règle de droit d'être soumise à une évolution constante, il semble que dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, cette évolution est beaucoup plus hâtée, ce qui, si vous voulez, a un risque, expose un risque de désuétude de la règle. Aussi, presque 10 ans après la dernière intervention du législateur dans le domaine, il faut donc 10 ans dans le domaine électronique, bien sûr, 10 ans ressemble à une éternité. Souvenons-nous, en 2009, les paiements mobiles au Canada étaient encore un état embryonnaire et la rétrofacturation qui est saluée aujourd'hui parce qu'elle est utilisée pour les cartes de crédit et les moyens de paiement, aujourd'hui d'autres institutions présentent les moyens de paiement et on se pose la question de la pertinence de cette rétrofacturation. Alors, en matière électronique, 10 ans, ça va très vite. Alors, ce qui fait que le questionnement qui est au cœur de ce colloque, celui d'interroger l'efficacité et la pertinence de la protection du consommateur, est des plus pertinents. Et il semble le bienvenu. Alors, ce matin, nous avons commencé avec le premier panel sur les contrats. Et dans sa conférence d'ouverture, le professeur Gautret va annoncer ses couleurs, en affichant sa couleur, celle de la revendication. Et qui peut en dire autrement, parce que face aux contrats de vente, donc aux conditions de vente, dont la longueur ne cesse de croître, face aux conditions de vente de plus en plus confuses, face aux couches d'hyperliens qui se multiplient, face aux clauses stupides, pour reprendre les termes du professeur Gautret, la question de la pertinence de la protection du consommateur s'oppose. La pertinence de ces clauses pathologiques, près de 10 ans après la première modification pour tenir compte de contrats à distance, nous interroge vraiment sur cette industrie, si on peut s'exprimer ainsi. En cela, il faut reconnaître que la jurisprudence n'a pas été aidante, comme l'a dit le professeur Gautret. Mais faudrait-il vraiment s'étonner de la complaisance de la jurisprudence qui peut-être n'a pas senti ou n'a pas perçu l'importance de responsabiliser les commerçants afin d'assainir le commerce électronique. Il semble que la jurisprudence, les juges n'ont pas encore saisi cet intérêt-là. Et en cela, la décision d'elle avait déjà envoyé un mauvais signal, et qui pourrait reprocher aux tribunaux inférieurs de s'inspirer
de cette décision. Faut-il alors s'étonner ou se surprendre que rien n'ait vraiment changé dans les pratiques contractuelles? Malgré l'effort du législateur dans la loi sur la protection du consommateur, aujourd'hui, l'effort du commerçant qui recourt au contrat électronique consiste essentiellement à mener le consommateur directement vers le produit, sans aucune préoccupation pour le contrat. Le but du commerçant, c'est que le consommateur conclue rapidement sa transaction en ligne. Les conditions donc de vente sont reléguées au second plan, si ce n'est au troisième ou au cinquième plan. On ne peut saluer en cela le souhait exprimé par le professeur Gautret de voir le contrat électronique devenir un produit pour qu'il puisse recevoir la déférence qu'il mérite. La même idée a été bien reprise aussi par Maître Roy et Maître Camion. Cette idée de voir le contrat conçu comme un outil de communication, de le voir comme un véritable produit, facile à retrouver, à lire et à comprendre. D'autant plus que la lecture sur un écran n'est pas des plus aisées. Dans une perspective plus large, la recherche dont a fait état Maître Labelle peut être vue comme une espèce de bilan quelques années après l'adoption des législations au Canada. Avec cette bonne idée de faire aussi cette étude dans une perspective comparative, on peut s'arrêter sur un des nœuds qui a été mis en évidence tant par cette recherche que par les autres intervenants, la divulgation précontractuelle. Et c'est en cela que Maître Labelle nous invite à faire un saut dans la loi sur la protection du consommateur. Les dispositions actuelles recourent à la notion de description détaillée. Mon collègue Serge Cablan et moi, Serge Cablan de l'Université Laval, et moi avons déjà eu le temps de critiquer en son temps le choix de ce thème, la description détaillée. Puisque le médium donne la possibilité aux commerçants d'inonder le consommateur, la description détaillée est une invitation alors à allonger les conditions de vente. Et comme l'a dit Maître Labelle, en Europe, la notion de caractéristiques essentielles a été adoptée. Et cette notion a ce mérite qu'elle met sur le fardeau sur le commerçant de démontrer que les conditions qui divulguent sont essentielles. Alors, là-dessus, je pense que c'est une invitation à regarder encore, si vous voulez, ce qui se fait ailleurs pour voir si réellement la notion de description détaillée est encore préférable, s'il fallait penser aux caractéristiques essentielles. Dans une étude publiée par Charlène Bouchard et Marc Lacourcière, il y a de cela quelques années, il disait « Un consommateur trop informé est un consommateur mal informé ». Alors, ça devait nous interroger là-dessus. L'autre faille majeure qui a été mise en évidence par cette étude, c'est la divulgation de cette information. Les critères qui sont dans l'article 54 de la LPC parlent de la divulgation évidente, intelligible et expresse. Et ça, je voudrais vous dire que ça, c'est l'une des faiblesses qu'on observe, pas tant à cause de la loi même, mais de l'interprétation qu'on pourrait faire de ces critères-là. À quoi recourt-il, en fait, ces critères, quand on parle de la divulgation évidente, intelligible et expresse? Aujourd'hui, en examinant la jurisprudence américaine aussi, des éléments sortent, une divulgation adéquate, une divulgation raisonnable, mais nous n'en dit pas plus encore là-dessus. Et là-dessus, je vous invite et j'invite toutes les personnes aujourd'hui présentes dans cette salle à un effort d'imagination. Et là-dessus, le champ n'est pas aussi désert. Dans le dernier rapport quinquennal de la Commission d'accès à l'information, on recourt à une notion qui était très intéressante, la notion des pictogrammes. C'est-à-dire arriver à se servir des pictogrammes pour d'une certaine façon résumer l'idée.
quitte à ce que le consommateur puisse cliquer sur le pictogramme pour voir alors les conditions détaillées. Des études doctrinales très intéressantes se font actuellement sur l'inclusion des pictogrammes dans le schéma contractuel du contrat électronique. Et là-dessus, on ne peut pas parler vraiment d'une innovation quand on parle de la circulation des routières. Un panneau arrêt réfère à des notions beaucoup plus complexes, mais qu'on a pu résumer dans une seule image. La même chose aussi avec les incoterms dans le commerce international. Avec les incoterms, avec des éléments bien précis, on arrive à résumer un certain nombre d'obligations qui permettent aux consommateurs, de façon visuelle, d'avoir une idée des conditions du contrat. En cela, la présentation de Sol Tanguay nous en dit déjà avec l'icône Add Choice, qui vise à informer le consommateur de l'utilisation de certaines pratiques publicitaires. Donc, je vous dis que le terrain n'est pas si désert. Dans une perspective, donc, dans un autre ordre d'idée, dans l'étude présentée par Maître Labelle, la question du droit de rétractation sans motif a été invoquée aussi. Ce droit qu'il y a dans le droit européen, mais qu'il n'y a pas ici. Ce serait une invitation à réfléchir aussi à ce droit de rétractation. Le deuxième panel qui nous a parlé des moyens de paiement de la rétrofacturation nous met au cœur de l'évolution du commerce électronique. Au début du commerce électronique, malgré les tentatives avec la monnaie électronique, le portefeuille électronique, on est vite retombé sur le classique, c'est-à-dire que des moyens de paiement qui reposent à la fois soit sur le compte bancaire, donc la carte de débit, ou les moyens de paiement qui reposent sur le crédit, les facilités de crédit. Mais depuis quelques années, d'autres moyens de paiement sont entrés en ligne de compte. On a parlé de paiement mobile, de Bitcoin. Et ces nouveaux moyens de paiement viennent remettre en cause la relation traditionnelle qu'il y avait entre le consommateur et l'institution financière, parce que de nouveaux acteurs entrent en ligne de compte. Ce qui crée une incertitude quant au recours du consommateur et quant à la protection du consommateur. Suscitant la question intéressante, faut-il dépasser les acteurs pour viser la réglementation de l'activité précise, d'une activité en particulier, donc ici l'activité de paiement. L'autre intervenant dans ce deuxième panel est venu parler spécifiquement de la rétrofacturation. Et je dois vous avouer que j'ai eu un peu peur dès le départ quand je l'ai entendu, parce que la rétrofacturation, et ça c'est, même si elle a encore des éléments à améliorer, c'est quand même un élément dont il faut se féliciter aussi, de la rétrofacturation. Mais très vite, en l'écoutant, il m'a rassuré. Il ne s'agissait pas alors de remettre en cause la rétrofacturation, mais d'essayer plutôt de l'améliorer. L'importance trop grande de la carte de crédit dans la rétrofacturation a été soulignée comme une faiblesse. Le problème au niveau des parties, compte tenu de l'implication de nouveaux intermédiaires, de la complexité de la chaîne de distribution, il y avait la crainte que la rétrofacturation s'affaiblisse. La limitation des cas d'ouverture de la rétrofacturation, les délais visés, donc quand on parle de l'extension des délais, donc la rigidité de la rétrofacturation. Alors, l'intervention de Maître Saint-Amand donc vient sonner ici un appel à ne pas ronronner face aux nouveaux acteurs et aux nouveaux moyens de paiement. Que faut-il donc retenir de fondamental dans la rétrofacturation? C'est que nous sommes dans un contexte de cyberespace donc, où l'extraterritorialité est prédominante. Et l'idée dans la rétrofacturation, c'est de viser un intermédiaire qui a pignon sur rue au Québec. C'est l'essentiel quand on s'en tient à cet essentiel-là. En cela, il n'est pas exclu de réexaminer le mécanisme pour pouvoir l'étendre à de nouveaux acteurs. La doctrine américaine qui s'est déjà interrogée sur la question a conclu que la rétrofacturation pouvait s'appliquer à de nouveaux acteurs, notamment des compagnies de téléphone qui offrent le paiement. Donc, juridiquement, il n'y a pas un obstacle à étendre la rétrofacturation
aux nouveaux acteurs. Que retenir donc de notre journée? La protection du consommateur numérique mérite d'être renforcée. Ça, c'est tout à fait clair. Mais ce qui est ressorti aussi, et vous pouvez me dire si je me trompe, je n'ai pas senti un appel débordant pour une autre intervention du législateur immédiatement. Bien au contraire, les intervenants ont mis l'accent sur certaines notions comme l'autorégulation, le dialogue des différents acteurs, et c'est dans le cadre de ce dialogue que je classe la dernière intervention de Nicolas Vermès aussi, donc le dialogue entre les différents acteurs. Même la professeure Geneviève Saumier, après son analyse des défis et des recours des consommateurs dans le contexte du droit international privé, elle arrive à la conclusion que même si la compétence des tribunaux du Québec ne peut être niée, même si l'application de la loi québécoise a des grandes chances de bénéficier aux consommateurs, il y a une difficulté d'exécution des décisions qui sont rendues. Mais même la professeure Geneviève Saumier ne va pas jusqu'à appeler une modification du législateur immédiatement. Elle conclut que le consommateur est protégé car il a un accès garanti aux tribunaux, un accès à la rétrofacturation, une reconnaissance probable de la décision. Toutefois, elle nous invite à regarder en Europe ce qu'il se fait au niveau de la loi applicable pour tenir compte d'un critère beaucoup plus restrictif et de voir si le commerçant a réellement dirigé ses activités vers la juridiction dont la loi serait susceptible de s'appliquer. Je finirai avec la cyberpublicité, le panel sur la cyberpublicité. Faut-il accepter la cyberpublicité ou la publicité ciblée comme une fatalité? C'est la question. Quand j'ai entendu, faut-il l'accepter comme une fatalité? Certainement non. Je ne rendrai pas vraiment justice à l'idée de ces auteurs, de ces intervenants parlant de fatalité. Mais plutôt que de dire que face à l'intrusion dans la vie privée qui est manifeste, un État, philosophiquement, ne peut pas imposer des restrictions sur cet élément. Philosophiquement, il revient à chaque individu de pouvoir se décider, de pouvoir décider s'il doit recevoir donc être sujet à la publicité ciblée ou pas. En cela, le consentement qui est au centre des législations qui nous ont été proposées est certainement la bonne approche, mais il demeure que, notamment pour la loi antipourrielle, il s'agit d'une législation qui est très complexe et qui mériterait d'être d'une certaine façon réévaluée. Mais ici, on dépasse le cadre strictement de la cyberconsommation ou du rapport consommateur-commerçant. Et je finirai par un appel au décloisonnement des compétences donc des différents acteurs qui interviennent dans la réglementation des activités du consommateur numérique. On a parlé de l'Office de la protection du consommateur, de la Commission d'accès à l'information. Aujourd'hui, ce nouveau médium invite à une collaboration entre les différents organismes chargés de l'application des lois. Alors, faut-il modifier la loi sur la protection du consommateur maintenant? Comme je l'ai dit, non, mais certainement inviter tous les acteurs à coordonner les efforts pour renforcer la protection du consommateur numérique. Je vous remercie.